Bonjour, je suis Louis Atala, donc dermatologue. Je suis un peu en retraite, en semi-retraite, et comme il y a besoin de dermatologue ces temps-ci, je retravaille 2 jours par semaine comme salarié. J'ai trouvé cette opportunité et je continue à aller à l'hôpital un petit peu, faire un peu de chirurgie, parce que le dermatologue qui opère, il n'y en a pas beaucoup. Et nous avons beaucoup de besoins, toute la cancérologie cutanée qui nous tombe dessus. Donc, on m'a sollicité pour parler un petit peu des conséquences des perturbateurs endocriniens sur la peau. Et donc, ces perturbateurs endocriniens, pour qu'ils puissent causer des dégâts, il faut qu'ils soient absorbés. D'où l'idée de parler un peu de l'absorption cutanée, comment ça se présente. Alors, l'épiderme, en lui-même, la raison d'être de l'épiderme et de la peau, c'est justement de constituer une barrière cutanée. Et cette barrière cutanée, elle se fait grâce au stratum corneum. Donc, si vos souvenirs sont bons, c'est la dernière couche de la peau. Et cette dernière couche de la peau, classiquement, on dit que c'est de la peau morte, ce qui a fait dire à un philosophe allemand, le seul objectif de la vie, c'était la mort. C'est un petit peu ça. Donc, l'épiderme, c'est un peu comme la vie. Alors, l'épiderme, donc le stratum corneum, donc c'est une petite couche qui fait 10 à 30 microns. Et donc, comme on a dit, ça regroupe des kératinocytes qui sont en théorie morts. Et entre ces kératinocytes, nous avons des lipides en multiples couches lamellaires. Et ce sont finalement cette barrière cutanée, il y a soit le kératinocyte en lui-même, soit les lipides, donc la substance qui doit traverser, il faut qu'elle puisse soit traverser les kératinocytes, ce qui est un peu plus compliqué, soit pouvoir se glisser dans ces lipides multilamellaires. Grosso modo, un épiderme se renouvelle toutes les 3 à 4 semaines. Donc, le renouvellement de l'épiderme se fait dans les 2 premières couches de la peau, ce qu'on appelle l'épiderme vivant. Et ces 2 premières couches, et donc, petit à petit, les cellules migrent vers le dessus avec des changements différentiels. Et donc, on a ce qu'on appelle la jonction dermo-épidermique entre le derme et l'épiderme. Quand on a beaucoup de papilles comme ça, c'est souvent un épiderme dont le taux de renouvellement est encore accéléré, donc plutôt un épiderme jeune. Et quand l'épiderme devient très linéaire, c'est-à-dire que le taux de renouvellement faiblit. D'ailleurs, on voit bien que le stratum corneum lui-même est beaucoup plus important, cet aspect en basket, on peut dire en filet, parce que le renouvellement, le rythme est beaucoup plus ralenti. Alors, je retourne un peu en arrière. Alors, c'est Elias qui, dans les années 80, qu'est-ce qu'il me fait lui? Je retourne un peu en arrière et je n'arrive plus à retourner en arrière. Voilà. Donc, voilà. Et donc, donc on passe donc d'une cellule vivante, avec tous les organites d'une cellule vivante, petit à petit à une cellule où les organites vont disparaître. Donc, on a une phase transitionnelle qu'on appelle l'épiderme granuleux, où dans les kératinocytes, on a une synthèse de granules de kératohyaline, tout le long de stratum granulosum. Dans ces granules de kératohyaline, on a ce qu'on appelle la profilagrine qui sera transformée en filagrine. Et cette molécule va assurer l'agrégation des filaments de kératine qui sont dans les cellules et ce qu'on appelle les NMF, des facteurs d'hydratation naturels. Ça va être dans le kératinocyte et des protéines riches en soufre qui vont donc faire les ponts disulfure entre les filaments et les enzymes qui vont participer à la kératinisation. Ces enzymes donc vont participer à la synthèse de kératine et on verra plus loin également d'autres enzymes qui vont faire en sorte que les kératinocytes puissent se disloquer, ce qu'on appelle la desquamation. Donc l'autre composant, c'est ce qu'on appelle, voilà, donc c'est ces granules de kératinoline qui sont en bleu dans les cellules. Et l'autre composant, c'est ce qu'on appelle les corps lamellaires. Alors ces corps lamellaires vont se
la cellule va les libérer dans les espaces intercellulaires à la jonction de ce qu'on appelle le stratum granulosum et le stratum corneum. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup, ces corps laméraires, parce que c'est là qu'ils vont renfermer les lipides qui vont constituer cette couche de lipides lamellaires avec des enzymes qui sont des protéases, des lipases, des glucosidases, mais également des peptides antimicrobiens, parce que l'épiderme est aussi une barrière immunitaire contre les microbes. Et donc ces lipides vont constituer ce qu'on appelle la barrière lipidique. Cette barrière lipidique, elle va limiter la perte en eau à travers l'épiderme. Vous savez très bien que si on n'a plus d'épiderme, plus de stratum corneum, on a une déshydratation, et qui va protéger aussi contre les agents infectieux et les agents chimiques qui vont être donc qu'on va trouver dans les crèmes ou les produits qu'on va mettre sur la peau. Les enzymes qui sont dans les corps lamellaires vont permettre la desquamation, qui vont permettre la rupture des liens, ce qu'on appelle les desmosomes, ces plaques qui relient les kératinocytes entre eux. Au passage, on note que dans la dermatite atopique, on a donc une anomalie des céramides, un des composants de ces lipides intercellulaires. Voilà donc ce modèle en briques qu'a imaginé donc Elias, une publication qui remonte à 83. Donc, le rôle de stratum corneum, c'est une barrière protectrice contre les agressions physiques et chimiques, limite la pénétration des agents extérieurs, les bactéries, les virus, les allergènes, les toxines, limite la déperdition en eau, et donc contient des peptides antimicrobiens. Alors, ce qui est important à noter, c'est que ces lipides sont synthétisés par les cellules de l'épiderme, donc ils ne viennent pas du sang. Donc quand un malade soit en hypercholestérolémie ou en hypocholestérolémie, ça n'a rien à voir, ce sont les kératinocytes eux-mêmes qui synthétisent ces lipides. Donc en pratique, quelqu'un qui prend des statines, les statines étant une molécule qui empêche les cellules de fabriquer et de synthétiser le cholestérol, on a une limitation de synthèse de cholestérol par les kératinocytes. Donc, quelqu'un qui prend des statines, la traduction, c'est j'ai des double couches lipidiques imparfaites, donc un risque d'allergie plus important et une peau plus sèche. Et je me souviendrai toujours, j'avais participé à un colloque où c'était le lancement des statines, parce que je fais partie des plus anciens. Et comme j'étais dans mes travaux sur les lipides, je lève la main dans la salle de conférence et je leur dis, ben voilà, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'était quelque chose qui n'avait jamais été étudié dans les recherches sur les statines. Ce n'était pas le but des études à l'époque. Donc, autre élément important à connaître aussi, c'est que nous n'avons pas la même peau partout, nous n'avons pas la même peau avec l'âge. C'est que les lipides intercellulaires, leur synthèse diminue physiologiquement dès l'âge de 25 à 30 ans. Quel est l'impact? Classiquement, par exemple, quelqu'un a un terrain atopique, ça se passe très bien jusqu'à l'âge de 25-30 ans, mais à partir de 30-35 ans, s'il a un métier où il se lave très souvent les mains, à cette période-là qu'il va commencer à avoir des problèmes de dermite des mains et des eczémas au niveau des mains, parce qu'il commence à moins fabriquer des lipides. Un autre élément important à savoir, donc les glandes sébacées se développent vers l'âge de 7-8 ans. On n'a pas de sébum avant l'âge de 7-8 ans. Et c'est ce que j'ai expliqué un jour à une collègue qui m'a agressé, qui m'a dit que je n'avais pas pensé au pteris versicolore chez un enfant à qui j'avais dit à l'enfant qu'il avait une dermatite atopique acromiante, donc on a avec des plaques de zone achromique. Cette collègue m'a dit, moi j'ai pensé au pteris versicolore auquel vous n'avez pas pensé. Je dis, ok, c'est très bien, vous avez fait quoi? J'ai donné du cotéconazole et je dis, ça a donné quoi? Elle m'a dit, ben, ça l'a aggravé. Je dis, ben oui, parce que vous saurez qu'on ne peut pas faire un pteris versicolore dans le jeune âge parce qu'on n'a pas de sébum, il n'y a pas de glandes sébacées. Donc la physiologie est importante à noter. Un autre élément important au passage, c'est que nous n'avons pas la même sueur ni la même sébum tout au long de la vie. On dit souvent que ça sent le vieux dans une chambre de personnes âgées. Et donc, c'est important parce que c'est avec l'âge qu'on développe plus de mycose entre les orteils. Et puis, c'est avec l'âge aussi qu'on n'a plus le même sébum. Donc, on va développer des pathologies à l'âge adulte qu'on ne développe pas quand on est jeune. Alors,
Qu'est-ce que ça donne avec les perturbateurs endocriniens? On a quatre grands groupes qu'on accuse. Donc, on a les bisphénols A qui ont été interdits depuis très longtemps. Il reste le bisphénol S et F qui sont retrouvés dans les composantes de plastique et dans les résines époxy et qui sont œstrogénomimétiques. Les phtalates peuvent se rencontrer dans beaucoup d'objets du quotidien, dans les cosmétiques, dans les parfums, dans les shampoings, dans les vernis-ongles, dans les films alimentaires. Ils se dissolvent et s'évaporent dans l'air ambiant. Beaucoup de ces phtalates donc, sont impliqués dans les dermatites atopiques et dans les eczémas de contact. Les dioxines, qui sont carcinogènes et perturbateurs endocriniens, on retrouve aussi dans l'acné, l'eczéma de contact. Et il faut faire attention aux produits dits naturels parce que souvent les gens vont dans le bio. J'ai tendance à leur dire, écoutez, dans la manite phalloïde, c'est aussi du bio. C'est pas parce que c'est bio que c'est totalement anodin. Nous avons beaucoup de molécules végétales dont la composition est proche de l'estradiol, le soja, les huiles essentielles, le titri, et qui peuvent donc, si on les applique de façon répétitive chez des garçons prépubères, on va donc avoir des gynécomasties. Et dans un autre élément sur lequel je ne me suis pas trop attardé, c'est que nous n'avons pas les mêmes récepteurs au niveau de l'épiderme dans n'importe quelle zone de la peau. Donc, dans les zones génitales réceptives, si on applique des produits riches en estradiol autour des mamelons ou sur les zones génitales, on a une très forte concentration de récepteurs aux oestrogènes et on va déclencher donc une gynécomastie. Voilà, donc si on applique des perturbateurs endocriniens riches en molécules qui peuvent donner donc des récepteurs, si on a une zone riche en récepteurs aux hormones, on n'aura pas le même résultat, la même conséquence que si on met ça, par exemple, sur une jambe ou sur un bras où il n'y a pas de récepteurs aux hormones. Les implications les plus connues dans les récepteurs endocriniens sont une aggravation de l'acné, bien entendu, une action sur la séborrhée, parce que c'est hormonodépendant. On a des troubles pigmentaires si on a une action oestrogène-like, le masque de grossesse, et on peut donc avoir une aggravation de dermatite atopique si on a une hygiène inadaptée avec des produits un peu décapants. Alors, on peut donc, certains sont co-carcinogènes, comme on dit, en synergie avec l'exposition solaire, certaines substances comme les PCB ont été associées avec une augmentation de risque de mélanome. Ils peuvent aussi modifier la réponse immunitaire de la peau. Ils peuvent réduire donc la réponse immunitaire de la peau à éliminer les cellules cancéreuses naissantes, puisque nous savons que nous avons un système immunitaire qui est là pour détruire ces mauvaises cellules cancéreuses qui se naissent tous les jours. Et ces perturbateurs endocriniens peuvent freiner cette réaction naturelle de la peau. Donc, en résumé, grosso modo, on a des perturbateurs endocriniens qui sont œstrogènes-like. On en a qui sont anti-androgènes, donc œstrogènes-like. Les chloracnées qu'on a découvert avec la dioxine, il y en a qui sont irritants. Donc, il faut faire attention. Les personnes qui ont une dermatite atopique ou qui ont un vieillissement prématuré, comme on a dit, ils ont des barrières cutanées moins performantes. On n'a pas forcément un effet de dose dépendant, ça peut agir en effet de certaines doses dépendantes. Il faut savoir que certains perturbateurs endocriniens se neutralisent entre eux, mais d'autres qui peuvent se potentialiser. Bon, en pratique, plus une substance est lipophile, plus elle va facilement traverser les lipides intercellulaires. Et donc, on aura plus d'absorption aussi au niveau du visage et au niveau du torse, parce que là, on a des glandes sébacées qui vont augmenter le passage lipophile des substances. Plus c'est une substance agressive qui détruit la double couche de lipides, plus aussi elle pourra pénétrer, parce qu'il n'y aura plus rien. Plus c'est une substance qui va permettre de détruire le desmosome ou les tight junction, plus elle pourra pénétrer également. Les récepteurs hormonaux, comme on a dit tout à l'heure, sont plus concentrés dans les zones génitales sur les seins, soit chez les femmes ou chez l'homme,
Donc, plus on appliquera des produits à risque donc, de perturbateurs endocriniens plus ces zones, plus on a un risque d'effets secondaires. Il faut être une notion d'âge. On retrouve souvent maintenant dans toutes les publications que les perturbateurs endocriniens, il faut faire plus attention chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, parce qu'ils ont un stratum corneum qui n'est pas encore bien développé. Et chez les patients atopiques, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'ils n'ont pas les bonnes céramides comme chez tout le monde. Donc, ils ont une couche cornée qui n'est pas aussi performante. J'ai toujours pour habitude de dire aux patients atopiques, dès la première consultation, je dis à leurs parents, il ne faut pas qu'ils s'orientent vers un métier manuel, parce qu'il ne pourra pas rester dans ce métier toute sa vie. On évite les produits parfumés. En théorie, les parabenes dangereux ont été retirés, mais de toute façon, au niveau allergénicité, si vous voulez, on dit aux malades de ne pas mettre le parfum sur la peau, ne pas mettre sur un vêtement non plus, parce que les émanations peuvent aussi déclencher des phénomènes au niveau du visage. Donc, si les produits parfumés, il vaut mieux les mettre au niveau du cuir chevelu, comme ça les émanations vont en l'air, et au niveau des cheveux, on a moins de risques. Pour les crèmes solaires, il vaut mieux utiliser des crèmes minérales. On a maintenant des crèmes minérales qui sont beaucoup plus agréables à utiliser que les crèmes solaires classiques. C'était avant, les crèmes minérales, c'était surtout donc du talc, c'était visible. Donc, ils ont fait beaucoup de progrès au niveau cosmétique. Et personnellement, je privilégie beaucoup les antiradicalaires par voie interne et la protection vestimentaire. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut revenir sur la façon dont l'efficacité de ces crèmes solaires sont faites. On sait fabriquer de l'épiderme depuis de nombreuses années. Donc maintenant, pour tester une crème solaire, comment on fait? On fabrique de l'épiderme. Ensuite, on met 2 mg de crème par centimètre carré sur ces cultures d'épiderme. On expose aux UV et après, on regarde pour voir quelle est la protection proposée par ces crèmes. Ce qui induit deux choses différentes. 2 mg par centimètre carré, ça veut dire c'est l'équivalent pour un corps entier d'une balle de ping-pong et d'une balle de golf. Pour un visage, c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Donc en pratique, personne ne va mettre cette quantité-là et renouveler. Ça a un coût, la répétition, et si vous êtes en famille, ben ça fait déjà un budget pour la famille. Alors je privilégie beaucoup les antiradicalaires par voie interne et les protections vestimentaires, bien sûr. La protection vestimentaire, c'est un coût moindre, ça protège mieux. Et les antiradicalaires par voie interne, mais on a une protection tout le temps parce qu'on est en maison, on sort, on rentre, on n'est pas toujours en train de penser mettre une crème solaire. J'utilise beaucoup le produit Oxelio parce qu'il y a beaucoup d'antiradicalaires par voie interne qui privilégient l'aspect cosmétique, donc ils sont très riches en carotène, et la carotène donc pigmente un peu la peau pour aider les gens à être un peu allés. Alors, c'est pas une bonne solution parce que le dépôt de carotène excessif peut se faire au niveau de la cornée. Et puis, il y a eu aussi des études qui montraient dans le temps que trop de carotène pouvait augmenter le risque d'un cancer pulmonaire. Donc, la gamme Oxelio, c'est un mélange d'antiradicalaires que, en fait, pourquoi je prescris cette gamme-là? Parce que j'ai eu l'occasion d'utiliser pour voir si ça marche ou non chez un monsieur qui avait un traitement par voie interne extrêmement photosensibilisant qui donnait carrément des cloques. Il me dit, docteur, je pars au Vietnam, est-ce que vous avez une solution pour moi? J'ai donné cet Oxelio sans trop y croire et est revenu ravi. Il a pu passer toutes ses vacances tranquilles, il n'a plus eu de cloques, à tel point que le chef de service qui le suivait avec ce nouveau médicament qui était pour l'instant en test a mis ça dans ses ordonnances pour tous les malades à qui il prescrivait ce traitement-là. Donc l'Oxelio, on commence toujours un tout petit peu avant les premières expositions, puis on continue pendant toute la période de l'été. On évite de prendre le soir parce qu'il y a un peu de vitamine C pour éviter le réveil. Voilà. Alors, j'aime bien avoir du bon sens dans nos conseils. Il vaut mieux se laver que de se parfumer, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, entre l'économie de l'eau, de savon, de machin, ils ne se lavent plus beaucoup.
il n'y a aucune raison d'être sur la plage quand il y a trop de soleil. Donc, il vaut mieux éviter les UVB plutôt que d'y aller avec des crèmes solaires. Vous voyez, on a l'impression qu'on est dans une société où il faut aider les gens à faire des idioties. Il vaut mieux de leur dire arrêtez de faire des idioties plutôt que de vous aider. C'est-à-dire qu'on n'a aucune raison d'être sur la plage aux heures, il y a beaucoup d'UVB, aux heures de midi, hein. Il faut toujours suivre, quand on va quelque part, le mode de vie des autochtones. Les autochtones dans le sud ne vont pas à la plage aux heures de midi. Ils font la sieste. Donc, il faut suivre. Donc, fait la sieste. On va à la plage beaucoup plus tard. Un nourrisson n'a rien à faire aux heures de midi non plus. Un nourrisson se déshydrate. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'est-ce que je peux mettre comme crème solaire à mon bébé. Je dis, votre bébé n'a rien à faire sur la plage. Vous restez à l'ombre. Vous allez le matin tôt, le soir tard. Et mais donc, la zone un petit peu exposée, au moins une crème minérale. De la même façon, il ne faut pas faire du sport intensif ou de grosse chaleur. On a eu l'exemple à Besançon il y a 15 jours encore. On a perdu un collègue qui a voulu faire un trail entre midi et 2, forte chaleur au niveau cardiaque et la calonge. Voilà. Alors, de plus en plus aussi, le linge, on lave le linge à 30, le lave à 40. Qu'est-ce que je peux mettre comme lessive? Ce n'est pas la peine de se casser trop la tête. Un linge à 30 ou 40 degrés, au niveau bactériologique, les microbes ne sont pas morts. Donc, vous mettez la version linge à 60, puis il y a une habitude que les gens ont repassé, ils ont perdu l'habitude de repasser. C'est ce que j'explique à mon fils qui est un peu dans cette catégorie-là. J'ai toujours dit que le repassage, c'est pas que pour le pli, le repassage sert à tuer le microbe. Donc, plutôt que de rajouter des désinfectants dans les lessives avec le risque d'irritation et tous les risques qui vont avec, repasser, ça n'a pas de risque particulier. Voilà, donc avec tout ce bon sens, j'espère que vous serez un peu mieux protégé contre tous ces perturbateurs endocriniens.